Tu sais, hier, j'ai perdu plein de temps, tout simplement pour obtenir une note de crédit pour un produit que j'ai retourné. Il suffisait de contacter le service client. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé, j'ai attendu, on m'a pas compris. Et puis là, j'attends de voir si finalement je vais recevoir quelque chose. T'inquiète, dans vraiment pas longtemps, l'IA va t'aider à régler ce genre de problème. Ok, découvrons ça. Let's go. AI Unboxed. Le podcast qui démystifie l'IA. Je suis Ab. Je suis Nico. Et ensemble, on partage nos échanges sur cette révolution. Let's go. Tu sais, Nico, je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce genre de frustration avec un service clientèle. Tout le monde l'a vécu, c'est universel. Ils font de leur mieux, on va dire, mais on a tous vécu des frustrations. D'attente, ça c'est la frustration de base. La problématique de base, il n'y a pas assez d'humains pour répondre à tous les humains qui ont des problèmes, dans la plupart des entreprises. L'autre problématique, c'est en dehors de la compréhension de l'humain qu'on va avoir au téléphone, c'est le fait qu'ils ont tenté de plus en plus, depuis plusieurs années, de mettre des messageries qui te posent déjà des questions, qui essayent de pré-mâcher le travail du support client, et que derrière, le support client n'a pas accès à ces data, on doit les répéter, etc. Donc, vraiment, en termes d'expérience client, c'est une des parties dans le business actuel, dans le marketing et dans la stratégie de marque qui est encore un problème et qui vont devoir challenger. Ok, et alors je m'adresse au grand optimiste de la technologie. Quelle solution une introduction de l'IA pourrait apporter à cette problématique-là? Alors j'en vois deux et ça va faire partie des deux grandes choses dont on peut débattre aujourd'hui. Un, c'est l'avènement des messageries de support, de ce qu'on appelle les chatbots, qui n'étaient vraiment pas performants jusqu'ici. Et deux, c'est l'auto-support client. Et ça, on en parlera plus tôt dans une deuxième partie de ce podcast. Mais c'est comment l'IA va te permettre de ne plus devoir contacter un support client puisqu'elle va t'expliquer tout elle-même. Et je pense qu'effectivement, même à l'interne et dans le transfert de l'information, tu citais déjà l'exemple d'un transfert entre une machine qui demande un numéro client. D'autre part, il y a le transfert souvent d'un service à l'autre, d'un niveau hiérarchique à l'autre, où on a aussi l'impression de se répéter, de se répéter, et de devoir répéter la même histoire. Voilà. Le fameux je contacte un collègue, je vous transfère. Voilà. On se dit non, qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce que je vais finir? Mais à la limite, attendre un petit peu, c'est pas encore trop grave. Moi, ce qui me frustre surtout là-dedans, c'est qu'après, c'est « Allô, bonjour, comment puis-je vous aider ?» Votre collègue vous a pas briefé. Ah ben non, et donc tu réexpliques le tout. Et déjà, bon, avant d'appeler, souvent il y a un problème. Donc déjà, tu remontes en pression. Ouais, voilà, la frustration est déjà là avant l'appel, et puis ça monte. Et tu essaies de rester calme, parce qu'au moment où tu les as eus, après 30 minutes d'attente, tu te dis, il ne faut pas non plus que je l'énerve. Et puis parfois, tu as envie de t'énerver, mais tu te dis, c'est un humain, il n'en peut rien, lui. Il fait de son mieux. Donc tu vois, c'est clairement un aspect dans tout le process de vente, on va dire, qui peut poser problème et créer de la frustration et une expérience client dégradée. Tout à fait. Et puis pour moi, peut-être un dernier domaine dont on pourra expliquer, qui est un tout petit peu moins visible pour le client. Bon, ça reste un service client, mais bon, souvent il y a quand même un suivi à faire après. Et donc, il y a tout le traitement de l'encodage de la solution, peut-être l'encodage d'un résumé de la conversation, etc., qui, je pense, pourrait aussi être tout à fait... faire grandir la base de connaissances du support client. C'est vrai que quand on a des humains, je suppose qu'ils partagent des use cases, qu'ils partagent, mais quand même... qu'il y ait une mémoire parfaite de tout ce qui s'est toujours passé et qu'il puisse y avoir un entraînement de ces IA pour qu'elles puissent mieux comprendre et mieux réagir et moins oublier ce qui s'est passé. Effectivement, c'est une étape très importante. Ok, allons-y étape par étape justement. Peut-être qu'on peut commencer par le chatbot que tu citais tout au début, qui par le passé n'ont pas toujours bien fonctionné. Je crois qu'il y a quand même chez beaucoup de gens un certain a priori, en se disant bon ok, je vais expliquer mon problème, puis au bout il va l'avoir mal compris, il va pas avoir compris. Comment tu vois l'évolution? Encore une perte de temps, donc c'est clair que pendant des années, il y a plus de 10 ans, on me demandait déjà de configurer des chatbots. Le coût que ça demandait et l'énergie que ça demandait à mettre en place pour penser tous les scénarios, pour penser toutes les ramifications du potentiel problème du client. C'était pas très dynamique, c'était pas très personnalisé. Et comme tu le dis, la plupart du temps, le système finissait par nous dire je vais appeler ce numéro ou je vais contacter un humain. Et je crois qu'il y a deux éléments là-dedans qui justement avec les LLM
ont évolué, c'est que d'une part, effectivement, avant, tout était scénarisé. Donc, dès que je posais une question qui était en dehors des scénarios prévus... C'était foutu, ouais. Voilà. Et l'autre point, c'est quand même aussi l'interprétation de voix pour le traduire pour une machine a quand même fort évolué. La compréhension aussi de la communication orale a beaucoup évolué, ce qui permet sans doute aussi au chatbot aujourd'hui de mieux comprendre, identifier de quel problème il s'agit exactement. Alors le vocal, dans ce cas-là, va pas tout révolutionner, mais il va permettre un accès beaucoup plus simple et encore une fois, une forme de discussion avec un support qui va nous répondre aussi en vocal. Mais avant de parler du vocal, dans la configuration des chatbots de messagerie en IA, il y a des choses à savoir. C'est tout à fait accessible. Cette année, on a parlé des agents dans d'autres épisodes de ce podcast. Ça va devenir tout à fait accessible à n'importe quelle entreprise de monter son chatbot téléphonique. Qu'est-ce qu'il faut, justement ? Il faut, acheter un numéro. Il faut dédier un numéro à ça. Numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, tout à fait. C'est la base. Et ensuite, il faut monter une petite automatisation, un petit scénario avec des outils qui existent. D'une intelligence artificielle de compréhension du langage. Donc ça, il en existe plein en open source. On dit, OK, toi, tu vas recevoir ce que le client te dit, tu vas nous le traduire en texte, à mon avis, derrière, c'est ça qui se passe. Et puis, tu vas envoyer cette problématique à un agent ou à une IA ou à un service qui va pouvoir t'aider, qu'il soit humain ou virtuel. Ensuite, une fois que tu as mis en place tout ce scénario, il faut nourrir cet agent ou ce chatbot, on va dire. Il faut le nourrir des infos de l'entreprise. Des infos produits, des infos techniques, des infos de support et un maximum de tout l'historique de ton support entreprise pour le peu que tu aies gardé des traces écrites de tous les anciens problèmes. Mais justement, dans cet historique, il y a quand même un défi, c'est qu'il faut absolument éviter de nourrir ce nouveau chatbot avec les mauvais exemples, c'est-à-dire où le client a tourné en boucle, etc. Parce que voilà, il faut absolument quand même qu'on évite que l'algorithme ou que le chatbot prenne son mauvais exemple comme scénario du futur. Tout à fait. Ou le nourrir effectivement, de frustration et de support qui s'est mal passé, de mauvaises expériences. Donc clairement, il faudra faire attention à ça. Il y a un autre aspect dont on parle toujours depuis ces quelques années où les premiers messaging bots IA intelligents, en tout cas augmentés, apparaissent. C'est qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Je crois que alors j'hésite, mais c'est DPD ou DHL, mais un des deux qui était un des premiers à se dire, OK, c'est vrai que ça fait des années qu'on a un chatbot qui ne marche pas sur notre site, les gens ne l'utilisent pas parce que finalement, on en a parlé au début, ça peut générer de la frustration. On va mettre une intelligence artificielle et ils ne sont pas allés très loin, ils ont greffé une intelligence artificielle à leur chatbot existant, un LLM, avec un accès à Internet et il avait aussi accès à des infos de l'entreprise, mais il avait un accès externe à Internet. Il a été mal configuré. Et donc, évidemment, dès la première semaine, les trolls sont venus et ils ont commencé à lui faire des choses pour lesquelles il n'était pas prévu, notamment d'écrire une chanson sur à quel point, dont le titre c'était DHL Sucks, à quel point DHL est une mauvaise entreprise et nulle pour aider ses clients. Donc, c'est le chatbot du support client de DHL qui a écrit une chanson sur le fait que DHL, c'était nul. Donc, il faut vraiment... C'est les fameux, dans la configuration d'un custom GPT ou d'un agent comme ça, c'est OK, tu lui donnes un rôle de support, d'assistance à mes clients, mais tu dois surtout lui dire tu ne fais pas ça et ton rôle n'est pas de faire ça. Tu ne donneras pas de recette d'un spaghetti bolo parce que tu n'es pas là pour ça. Et donc, le cadrage d'un assistant du coup intelligent est parfois complexe, parce qu'on disait que c'était complexe de faire ces scénarios à l'époque très très lourds, mais il faut quand même bien le tester, bien le cadrer, surtout si on lui donne accès à Internet. Ah ben voilà, c'est ça que j'allais dire. Il faut quelque part limiter les sujets sur lesquels il intervient et d'autre part bien cadenasser les données dans lesquelles il va aller chercher les réponses. C'est pour ça que la plupart, je pense, fonctionneront en interne avec un chatbot qui n'a pas accès à l'extérieur, qui n'a accès que aux centaines de PDF qui expliquent comment fonctionne un produit et surtout aussi aux retranscriptions de ce qui a déjà été fait. Mais je pense que ça nous mène à un sujet très intéressant, probablement pour un autre podcast, parce que ça nous mènerait très très loin aujourd'hui. C'est justement la qualité des données, comment préparer ces données pour nourrir, dans ce cas-ci, un chatbot service client, mais ça peut être n'importe quelle autre application
il y a la qualité des données est super importante, quoi. C'est comme on dit en anglais, shit in, shit out, quoi. Shit in, shit out, c'est comme pour nos enfants, finalement, c'est de l'éducation. Il faut qu'on choisisse le cadre, il faut qu'on choisisse jusqu'où on va, ce qu'on lui apprend, ce qu'on lui apprend pas, et ce qu'on décide de rentrer dans notre éducation, qui parfois peut varier culturellement. Ouais. Donc je suis certain qu'un chatbot en Asie, un assistant support client en Asie, va pas tout à fait réagir comme un Européen ou un Occidental pourrait avoir l'habitude qu'un service client réagisse. Donc c'est là que je pense que de mettre l'historique, de lui donner l'historique, s'il existe, ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour qu'il le prenne en compte et qu'il essaye quand même de faire une transition entre les anciens assistants, l'ancien support client et le nouveau. Mais écoute, voilà, c'est clairement une application super intéressante et où il y aura une autre barrière quand même à surmonter. On en a aussi déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est la confiance. C'est vrai qu'il va falloir convaincre le client, le consommateur de quand même réessayer un chatbot et pas tout de suite lui dire voilà, je veux parler à un humain. Ça va être compliqué, oui. Il y a un moment, il y aura de toute façon un humain et certainement des clients qui vont tout de suite dire avec ce côté, ils vont être un peu allergiques, quoi. Ils vont dire non, je veux pas te parler, envoie-moi un humain tout de suite. Mais évidemment, ça va vite changer. Les gens vont vite comprendre. Comme ceux qui, il y a 20 ans, ils disaient non, moi, je n'achèterai pas en ligne, je préfère aller au magasin acheter. Ça a un petit peu changé. Même cette personne-là, elle a commencé à acheter en ligne à un moment. Donc ça évoluera. Et comme tu dis, la confiance viendra. Et puis surtout, les gens se rendront compte que ça marche tout aussi bien, voire mieux, avec une intelligence artificielle. Pour te donner un exemple, mon modem Proximus ne fonctionnait plus hier, j'avais un problème de connexion. Donc, évidemment, on appelle le service client à un moment. J'essaye tout, moi qui suis un peu geek. Donc, je débranche, je reset, je reboot. Tout ça, je connais. Mais je suis sûr qu'on t'a demandé au début, dans une bande sonore automatisée, est-ce que vous avez pensé à rebooter votre... Évidemment, parce qu'on sait tous en tant qu'informaticien que retirer la prise, c'est la meilleure des solutions pour un bug. Mais donc, j'ai attendu au téléphone, j'ai donné mon numéro de client. Le gentil technicien qui enfin me répond, me redemande mon numéro de client comme on l'a expliqué au début, c'est déjà une forme de frustration et tu te dis mais quel waste of time. Et ensuite, oui, est-ce que vous avez bien rebooté votre... Oui, je l'ai fait. Ok, je vais regarder. Veuillez éteindre votre modem. J'ai fait un changement. Veuillez le rallumer. Je le rallume, ça fonctionne. Franchement, que ça a été un humain ou un robot qui me parle, pour les 3 phrases qu'il m'a dit et pour le peu d'empathie, voire pas d'empathie du tout. Et j'avais pas besoin d'empathie à ce moment-là. C'est pas comme quand je vais chez le médecin ou quand je vais chez mon psychologue. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin de quelque chose qui est rigoureux et qui comprend mon problème très vite. Ok, je pense que dans ton exemple, il est clair que ne fût-ce qu'éliminer le temps d'attente et éviter la répétition des informations pourrait déjà beaucoup t'aider. Alors, quel est l'intérêt pour l'entreprise ? J'imagine qu'il y a quand même un objectif de réduire les coûts et du coup d'éliminer certaines fonctions, certains postes, certains jobs. Eh oui, on a reparlé de la valeur travail qu'il faudra un petit peu réinventer. Alors clairement pour les entreprises, pour les petites entreprises, ils n'avaient pas de support. Les petites entreprises, c'était la compta ou je ne sais pas qui au secrétariat, à l'accueil qui allait répondre et essayer d'aider. Il y avait potentiellement quelqu'un qui était responsable des clients, mais il n'y avait pas un service support client. Donc les PME, typiquement, elles vont pouvoir déployer un service client de qualité, réactif et sans coût, en tout cas, de fonctionnement. Et donc, du coup, là, ça ne menace pas vraiment un job existant. Le service n'existait pas ou était très peu joignable. Et du coup, les coûts sont réduits et ça permet vraiment, plutôt que d'éliminer des gens, d'augmenter le service. Ouais, ça augmente l'expérience client, ça l'améliore. Et ça, comme on aime bien dans ce podcast quand même s'adresser aux petites entreprises, en tout cas aux PME, c'est quelque chose d'intéressant. Ils vont pouvoir rajouter un collaborateur ou même un service complet. Pour les grandes entreprises, c'est différent. J'ai fait une mission il y a des années pour un distributeur d'énergie ici en Europe. Des grands objectifs de ma mission était de diminuer la pression du call center, sur le call center. Call center, ils étaient une 50aine d'humains qui répondaient au téléphone toute la journée. Et cela générait quand même des frustrations parce qu'à 50, même si ça coûtait une fortune à cette entreprise, ils ne savaient pas répondre aux milliers de gens qui avaient besoin d'informations. Je crois que souvent, il est là le grand défi, c'est-à-dire que même si on staffe en suffisance, ensuite il y a
un problème, que ce soit technique ou dans l'environnement dans lequel fonctionne l'entreprise, et on ne sait surtout pas gérer les pics, parce qu'on ne peut pas recruter, former en quelques heures un besoin temporaire supplémentaire. Et surtout alors je ne suis pas un spécialiste du support client, mais on peut imaginer que 3/4 des problèmes sont des problèmes basiques. Je ne trouve pas mon numéro de client sur ma facture parce que les personnes n'ont pas les yeux en face des trous, ou je veux me connecter, je ne retrouve pas mon mot de passe, enfin des choses mais tellement basiques et répétitives, clairement qu'il faut activer l'IA là-dessus. Alors je ne dis pas que ces grandes entreprises, si elles en avaient 50 maintenant, elles ne vont pas en garder 5 les plus performants et ceux qui sont les mieux formés et les plus expérimentés pour être le bottleneck pour un moment, oui, ok, l'IA n'a pas su ou l'humain vraiment veut parler, le client veut parler à un humain, ils vont rester, mais ils n'auront plus besoin de 50 personnes qui redonnent le numéro de client parce qu'eux savent le trouver. Ou on lance un nouveau produit, du coup les problèmes sont tout à fait nouveaux, il n'y a pas d'historique sur lequel l'IA peut se baser pour proposer les réponses, et c'est clair que dans ces cas-là aussi, une présence humaine, ne fût-ce que pour le démarrage, sera tout à fait nécessaire, ouais. Je crois. Et tu me fais penser à un truc en disant ça, c'est que les produits du futur, tu sais, il y a en fait, le but d'un annonceur ou de quelqu'un qui propose un produit ou un service, c'est effectivement d'avoir le moins de pression possible sur son service client, sur son support, pour que ses clients soient contents d'abord, pour éviter la mauvaise expérience et pour que ça lui coûte moins cher. Donc peut-être que l'IA aussi et que l'intelligence artificielle va faire en sorte que les produits sont de plus en plus parfaits, entre guillemets, avec le moins de défauts possible. Alors il y a les produits physiques et les produits dématérialisés, c'est quand même deux problématiques complètement différentes. Mais clairement, l'IA va optimiser aussi la production et la qualité des détails pour éviter qu'on ait besoin d'appeler un support client après un mois où on a acheté son produit. Je suis quand même curieux de connaître l'issue de ce projet il y a quelques années, parce que donc, tu avais un projet, et puis surtout, je suis vraiment intrigué. Comment tu vois l'apport pour améliorer l'issue de ce type de projet? À l'époque, il n'y avait pas l'IA quand j'ai fait cette mission. J'étais là avec ma casquette de spécialiste expérience digitale, marketing Internet. Donc mon levier principal, comme je ne pouvais pas trop travailler sur le produit, ça, ce n'était pas mon problème. Mon levier principal, c'était effectivement le site Internet, de faire en sorte que quand les gens sont dans une demande, et par exemple, quand ils se disent « j'ai un problème, je vais chercher le numéro de téléphone du service client », bien qu'ils ne le trouvent pas tout de suite, mais que pour trouver le numéro de téléphone, ils passent à travers plein de potentielles solutions qui peuvent les aider tout seuls. Et ça, c'était à l'époque. On espérait qu'effectivement, les consommateurs aillent chercher les solutions tout seuls ou lisent le mode d'emploi. Maintenant, ça va être un petit peu différent parce qu'ils pourront le trouver tout seuls par l'aide des IA, et on va en parler maintenant. Ok, chatbot, c'était le premier exemple que tu citais tout au début. Et puis l'autre, le suivant, était pour moi peut-être un peu plus énigmatique, autosupport chat. L'autosupport chat, bon alors j'y pensais hier encore, mais c'est pas un concept établi sur papier, mais c'est des démos que j'ai récemment vues. Donc je pense, pour résumer, que on aura de moins en moins besoin d'appeler ou de contacter un service de support clientèle du produit qu'on a acheté. On aura tous, on a parlé des agents et des assistants, notre assistant pourra nous aider. Ce sera la responsabilité des producteurs et des marques de produits et services de rendre accessibles toutes les informations au LLM et tous les systèmes d'IA, en gros de les mettre sur Internet et de les rendre accessibles, pour que moi-même je puisse demander à ChatGPT ou des applicatifs spécialisés de m'expliquer comment fonctionne un produit, de m'expliquer comment fonctionne un software. Alors là, il y a deux aspects. Il y a les produits dématérialisés, où là, clairement, on va parler de Google AI Studio, je le ferai juste après. Et puis il y a les produits matérialisés, tous les produits qu'on peut acheter et tenir dans la main, où là je pense que la vision des IA va changer beaucoup aussi. Dans mes formations, je donne un exemple en disant que ça y est, ChatGPT peut voir. Donc, quand on allume sa caméra dans l'application de ChatGPT, il peut nous décrire ce qu'il voit. Et évidemment, il y a plein d'applicatifs là-dessus, notamment pour quelqu'un qui n'est pas très geek et qui se demande à quoi sert tel câble. Il fait une photo du câble et ChatGPT va lui expliquer à quoi sert le câble.
Et puis, tu peux très bien aussi faire une photo de la table de montage du studio de mixage ici et lui dire, tiens, sur quel bouton j'appuie d'après toi. Et pour ça, il faut que le fabricant de la table de mixage ait partagé son manuel d'utilisation. Mais justement, effectivement, dans le lancement ici du podcast et le montage des premiers épisodes, j'ai forcément fait beaucoup appel à ChatGPT principalement. Et en fait, j'ai fini par aussi faire un petit briefing en disant, écoute, pour que justement les réponses soient tout de suite beaucoup plus ciblées, ok, on utilise telle table de mixage, j'ai un Mac avec tel et tel logiciel à ma disposition, dans le cloud, j'ai telle et telle solution de stockage de données, etc., pour que justement, il puisse tout de suite me donner des solutions adaptées. Tu lui as mis un contexte, en fait. Voilà. Tu as fait un custom. Oui, parce que c'est clair qu'au début, les réponses étaient longues parce qu'ils disaient « Alors, sur un Mac, tchac, tchac, tchac. Alors, sur un PC, tchac, tchac, tchac. » Que de bullshit. Mais le PC, à la limite, pour moi en tout cas, c'est pas pertinent parce que je suis passé au Mac après de longues années Windows. Et même chose, voilà, je veux tout de suite m'assurer qu'il y a une bonne solution de backup quand même pour chaque épisode qu'on réalise. Et effectivement, là aussi, expliquer, OK, est-ce que je mets ça sur mon petit serveur local? J'ai accès à OneDrive, j'ai accès à SharePoint, à Google Drive, et de vraiment bien le briefer et d'avoir... C'est clair qu'il y a un gain de temps et une satisfaction aussi beaucoup plus importante. Il n'y a pas un gain de temps immédiat, donc ça aussi c'est un post que j'ai fait récemment là, avec je ne sais pas si tu vois le mème du monsieur qui hésite entre deux boutons et qui transpire. Le bouton je passe quelques heures, voire quelques jours à automatiser des tâches que je fais tous les jours, ou comme elle me prend 5 minutes, je la fais. C'est que 5 minutes. Sauf que 5 minutes 10 fois par jour pendant des mois, ça fait des jours et des jours et des jours de temps gaspillé que tu peux optimiser. C'est exactement la même chose. J'ai vu ça souvent dans la gestion d'équipe en entreprise. C'est qu'on on a des gens débordés et on essaye de leur expliquer, OK, il me faut quelqu'un. Oui, OK, ben voilà, après avoir fait évidemment des analyses de coûts, etc., on dit, OK, oui, vraiment, effectivement, la charge de travail justifie le recrutement. Mais ensuite, si on ne prend pas le temps de faire former cette nouvelle personne, justement, pour avoir un gain de temps sur le long terme, mais il n'y a juste rien qui change. Ou une perte de temps à terme. Ouais. Mais on s'éloigne du support client, même si c'est un tout, parce que c'est la même chose. Ton support client, tu peux te dire, oui, mais non, ça ne prend que 5 minutes de répondre à chaque client, même un truc facile. Alors que si tu prends les bons consultants et les bonnes équipes techniques et que tu l'automatises, après, c'est rentable très, très vite et pendant longtemps. Mais même en disant, voilà, OK, est-ce que ça vaut la peine? C'est clair qu'il y a le contact humain qui, en tout cas, pour certains produits, peut-être plus personnel, plus complexe ou plus cher, parce qu'on se dit, voilà, je paye beaucoup, donc j'aimerais quand même pouvoir parler à un humain. Je crois que même dans ce cas de figure-là, ne fût-ce qu'effectivement, je le citais brièvement tout au début, dans le passage d'une personne à l'autre, d'un service à l'autre, avoir déjà un résumé de ce qui a déjà été discuté, ce qui a déjà été exploré comme solution. Pas de perte d'information. Et je pense que là, effectivement, le vocal qui permet de faire une retranscription, à la limite, effectivement, un autre agent ou un autre outil qui en fait le résumé, et que la personne suivante à laquelle on s'adresse et ce briefing et peut prendre connaissance de ce briefing et ça évite aux clients de répéter, répéter ce qui fait que monter la frustration. Et un historique ad vitam sur le long terme. C'est-à-dire que sur base du numéro de client, alors c'est le CRM, on va dire que normalement les services de support ont accès, quand on donne son numéro de client, ils voient un peu l'historique. Mais ils le font en direct, ils le font au moment où on les appelle, ils regardent, ils font « Ah oui, c'est vrai, vous nous aviez… » Voilà, alors que pour l'IA, ce sera natif, il sera au courant de tout au moment où il commence à discuter. Et je crois qu'effectivement, si on part du principe que la valeur ajoutée de l'humain, dans beaucoup de cas de figure, sera le côté empathique, le fait d'avoir un outil IA qui résume la conversation, qui fait l'encodage justement des données, des actions à faire dans le CRM ou autre système, mais ça va permettre à l'humain de se focaliser entièrement sur l'écoute, sur l'empathie, et ne pas devoir faire du multitasking sur d'autres systèmes, en ouvrir un troisième. Ça permettra vraiment même d'amplifier le côté empathique. Oui, et surtout qu'il y en a qui sont en train de travailler de manière assez intensive sur notamment, le vocal est vraiment maintenant en place, donc je l'ai dit au début, tu achètes un numéro de téléphone, tu mets en place une IA de réception vocale, d'interprétation de ce qui est dit, et puis derrière tu la connectes avec tout ce que tu veux. Mais ils sont en train de travailler sur la détection des émotions.
humaine. C'est-à-dire qu'une IA sur ta voix, et même par texte, mais je pense que par voix, elle aura potentiellement plus d'indicateurs. Elle peut très vite, comme un humain, hein, quand certains supports clients décrochent, sur le bonjour du client, ils savent s'il est énervé ou pas. On le sait, on l'entend, on le comprend. Les IA vont avoir le même genre de détecteurs, de sentiments et d'émotions pour adapter leur discours en fonction de l'émotion. J'ai un ami qui me disait la semaine passée qu'il n'a plus le temps, plus le budget pour continuer ces quelques séances de psy. Il a fait un test avec ChatGPT de manière un peu négative en se disant ouais, on va voir, juste en lui disant j'ai besoin de quelqu'un avec qui parler. Il a dit quand même qu'il était très 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 surpris et des questions et de cette forme d'empathie de la machine, même si ce n'est qu'une forme d'empathie, puisque l'empathie reste vraiment une qualité humaine. Il faudrait juste effectivement à tout prix éviter les hallucinations. On en a parlé, mais dans ce cas de figure-là, parce que... Et les biais, et tous les biais qu'il peut avoir. Ouais. Concrètement, donc tu as expliqué, voilà, ok, pour un service clientèle, il faut un numéro de téléphone, et puis on peut tout connecter. Je pense qu'essayons de décomposer un petit peu. Voilà, si je veux m'y mettre, comment procéder, et commençons peut-être déjà par quelle technologie explorer, comment un petit peu s'approprier le sujet, se familiariser avec les options, parce que je pense que voilà, on passe pas tout de suite à l'implémentation. Il y a deux choses. En tant qu'entreprise, il y a mettre en place un support client, qu'il soit vocal ou autre, parce que ça peut très bien marcher en texte. Mettre en place un support client nécessite une certaine automatisation. Donc, utiliser des solutions comme Make ou N8N, qui sont des plateformes qui te permettent de connecter plusieurs entités. C'est vraiment le futur des agents d'ailleurs et des assistants, c'est ça, c'est une histoire de connecteurs. Ouais. Donnons peut-être un exemple de connecteurs ou de systèmes qu'on pourrait connecter, parce que c'est vraiment ça, c'est en fait des modules préconfigurés. C'est ça. On connecte soit des modules ou des IA, soit on connecte des outils. Oui. Mais ce qui fonctionne le mieux dans le monde des agences, c'est de dire on a une intelligence artificielle à laquelle on donne un rôle. On dit toi, tu es la personne d'interface. Tu es la personne qui va accueillir le client. Ton rôle, c'est de l'accueillir. Tu ne dois pas avoir toutes les datas de l'entreprise. Toi, tu l'accueilles, tu lui demandes, tu lui poses les questions sur son problème. En gros, tu as un objectif, c'est de définir le problème du client. Et pourquoi pas, on en parlait, de dire s'il est énervé ou pas. Ensuite, tu envoies ça, premier connecteur, tu envoies ça à une autre IA qu'on a, nous, en interne, par exemple, qui, elle, maîtrise tous les aspects techniques des produits, qui connaît tout, qui va te renvoyer une réponse assez technique. Ce problème-là, il faut faire un reset à tel endroit, etc. Toi, tu vas l'interpréter et lui dire. Ça, c'est un exemple de deux connecteurs. Et même plus simple, voilà, on peut effectivement avoir l'IA que tu citais qui essaye de résumer le problème. Et pour avoir une vue plus complète, on peut le connecter au CRM pour justement consulter le dossier client. Il a accès à tout le dossier client du CRM. Et il peut y avoir aussi une IA agent spécialisée du CRM qui va vite faire l'analyse de tout ce qu'on a sur ce client à l'intérieur du CRM et ressortir une opinion ou en tout cas une ligne de conduite sur la façon dont on doit gérer et le problème et ce client en particulier. Ok, donc première étape, effectivement, je pense que c'est un petit peu se familiariser avec ce genre d'outils. Et ça peut être très simple, effectivement. Ça peut être envoyer un mail, vraiment, mais faites-en l'expérience, découvrez un petit peu ce qui existe et ce qui peut être fait. Et c'est effectivement, c'est du no-code, comme on dit. Oui. C'est qu'il ne faut pas savoir coder. Ce sont des plateformes très visuelles, en fait. Tu déplaces tes connecteurs, etc. Alors, il y a un moment, il faut quand même les connecter. Et il faut connaître le login mot de passe. Donc, c'est clair qu'il faut il faut donner accès. Tout à fait. Et trouver les clés API. En fait, on est dans un futur où, on l'a dit, no code, il n'y a plus de barrières technologiques. Je crois que les vrais IT du futur en entreprise sont des personnes qui savent jongler avec plein d'IA différentes et les connecter entre elles. Donc, une des compétences techniques du futur, c'est la maîtrise des connecteurs et des API. OK. Ensuite, donc tu peux utiliser. Il y a d'autres outils qui te permettent de monter ces agents, comme le Google AI Studio, qui aussi te permet de connecter plusieurs services, et notamment les services Google avec beaucoup de facilité, mais connecté à ton agenda professionnel, connecté à tes emails. Tu peux dire, quand on reçoit un email de tel type avec tel mot, je veux que ça envoie un message WhatsApp à telle personne et que ça l'inscrive dans le CRM, etc. Tu fais tout un scénario d'automatisation et une fois qu'il est en place et il tourne. Et tu rajoutes à ça la couche et de langage et d'intelligence
pour formater les réponses. Mais je pense que là, ça fera déjà peur à beaucoup plus de monde. Hein. Donc, quand on parle de Google et AI Studio, OK, il faut que je connaisse l'IA, il va falloir que je code. Toujours pas. Ouais. Pas une seule ligne de code. Et puis, ce qui est très drôle, je l'ai encore vécu l'autre jour, où j'essayais de configurer une nouvelle IA que je teste, qui a un chat intégré. Hein, et au moment où je commence à jouer avec, j'ai un problème, je ne sais pas comment faire, mais je lui ai demandé. Oui. Donc là, on peut parler un petit peu du support client pour les produits dématérialisés, et on va reparler du Google AI Studio parce qu'il ne permet pas que de monter des agents et de monter des scénarios. Il permet aussi à tout un chacun une des fonctionnalités que j'ai découvertes, c'est sorti il y a quelques semaines, hein, et c'est encore en laboratoire chez Google, mais qui est très impressionnante et qui va faire en sorte que de plus en plus un particulier pourra régler son problème lui-même. C'est ça dont je parlais tout à l'heure, le concept un peu nouveau. Le Google AI Studio, notamment pour les produits dématérialisés, il permet de partager son écran. Et donc tu te connectes, tu partages ton écran, et il voit tout ce que tu fais. Donc, dans les démos que j'ai vues qui sont assez impressionnantes et que j'ai testées encore hier, tu peux surfer sur un article de presse, tu lui dis « De quoi parle cet article? Résume-le-moi ». La différence, c'est que tu n'as pas fait de copier-coller. Lui, avec la vision, il l'a tout de suite lu, il a le contexte, il a le nom du site, il voit ton écran. En fait, comme à l'époque, quand on avait un problème en entreprise il y a quelques années, hein, nous les anciens de l'entreprise, on appelait l'IT et disait « Ok, je vais me connecter à ton ordinateur pour voir ce que tu vois ». C'est un peu la même chose. Sauf que là, c'est une IA avec qui on peut échanger vocalement en temps réel. Et donc, il faut imaginer qu'à terme, ce sera installé sur tous les ordinateurs. Tu as un problème avec un programme. Tu ne connais pas bien Photoshop, tu ne sais pas où aller pour trouver un filtre. Mais tu dis, écoute, je suis dans Photoshop, où est-ce que je dois aller pour activer telle fonctionnalité? Tu mets ta mouse vers la gauche, tu dis par là, et elle va te dire, non, en haut à droite. Allez cliquer sur le bouton rouge que vous voyez à cet endroit. Et pour l'avoir testé, effectivement... La compréhension vocale est vraiment impressionnante. Dès qu'on essaye de dire quelque chose, la voix IA en face se coupe. Et je trouve que la comparaison que tu citais avec l'ancien helpdesk est très intéressante parce que voilà, souvent la réaction c'est oui, mais et la vie privée dans tout ça, parce que l'IA va observer tous mes gestes et tout ce que je fais sur mon PC. Ce qui est vrai, je crois qu'il y a un certain risque et qu'il faut le gérer. En même temps, je pense qu'il y avait aussi un certain risque en donnant accès à un helpdesk à distance à son PC. Après, tu ne donnes pas en permanence accès. Voilà. Je pense que peut-être, dans Windows qui sortira dans 10 ans, tu auras, ou même dans 2 ans, ce genre de support intégré natif. Tu pourras l'activer et le désactiver comme on le fait maintenant avec beaucoup de software. Mais imagine que pour tous les softwares, pour toutes les utilisations en ligne, ça va changer quand même beaucoup. Tu sais, toutes ces apps que tu installes et puis tu as un tutoriel, tu dois suivre le tutoriel pour comprendre, machin. Maintenant, tu pourras l'ouvrir et dire, tiens, mais comment ça marche? Qu'est-ce que je fais? Je clique où pour commencer? Ah, je clique là? Ok. Et tu discutes comme si tu discutais avec le support client de l'application qui est autour de toi et qui discute avec toi. Ouais. Ça va changer beaucoup. Tu sais, ce qu'on dit aussi, c'est que je pense qu'on est moi, j'ai 47 ans et on est une génération des ordinateurs. Et contrairement à ce qu'on dit, les enfants actuels ne sont pas des geeks de l'informatique. Ils savent utiliser un smartphone et une tablette, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et c'est un mème que j'ai vu passer que je trouve drôle, mais on est la seule génération à avoir expliqué comment fonctionne un ordinateur à nos parents et à l'expliquer à nos enfants. On est cette génération intermédiaire où nous, on a appris à chipoter parce que c'était le début de l'informatique et d'Internet. Mais pour la plupart, maintenant, de la nouvelle génération, ça va être ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, je passe à autre chose. Donc, ça va être très important. Maintenant, je comprends mieux d'où vient ma frustration, justement, quand on a toutes ces questions, comment fonctionne, ça ne marche pas. En fait, c'est qu'on était le helpdesk de tout le monde, aussi bien de nos parents que de nos enfants. Évidemment, et tu te souviens de l'horreur que ça pouvait être, où au tout début, ta tante qui t'appelle pour dire « Oui, toi qui t'y connais, j'essaye d'envoyer un mail, je n'y arrive pas ». Mais à distance, par téléphone, sans voir son écran. Donc, je comprends un peu les IT. Est-ce que tu es connecté à Internet? Ça, c'est quand même là. Comment je vérifie? C'est ça. Est-ce que ton câble est mis? Mais il continue à le poser comme question souvent quand tu as des problèmes d'Internet. Mais c'était une horreur, quoi. Et d'essayer de comprendre ce qu'elle voyait et ce qu'elle te décrivait n'était pas en fait vraiment ce qu'il fallait te décrire. C'était presque ingérable. Tout le monde s'énervait.
Et donc, ça va changer beaucoup. Quand ce sera vraiment intégré et que tu ne devras pas aller te faire un compte Google AI Studio ou que ce sera intégré, les gens auront un bouton Help comme on a toujours eu le petit trombone dans Windows, Aide-moi. Ils cliqueront sur Aide et ils poseront leurs questions en vocal. Ils n'auront pas besoin de faire du code, pas besoin d'écrire une question, même pas besoin d'expliquer le contexte. Puisqu'en gros, tu pourras juste dire, mais maintenant je clique où je veux faire ça. Et il verra dans quel programme tu es, il verra dans quelle version de Windows tu es, il verra tout ça. Mais je pense qu'en plus, il ne faut même pas avoir peur du coût, parce que bon, les coûts de 1 sont relativement restreints. Je crois que Google Studio offre toujours un test, pour offre un certain crédit pour faire des tests. Comme presque toutes les IA actuelles. Tu peux tester, tu vois ce que ça donne, tu fais waouh, et puis tu payes. Ben voilà, ça c'est évidemment... c'est mon il ne faut pas leur apprendre le marketing. C'est mon cas. Bon, je pense qu'en même temps, ça peut quand même faire encore peur à beaucoup de monde. C'est-à-dire, OK, voilà, je plonge dans Google Studio, même si, voilà, nous... Mais je crois que pour un petit peu dédramatiser, et peut-être pour pouvoir poser les bonnes questions aux IA intégrées dans Google AI Studio, il faut vraiment décomposer le problème. À nouveau, on en a déjà parlé souvent, mais il faut commencer par comprendre le problème à résoudre dans le monde réel. C'est dire, OK, j'ai tel et tel type de questions. Où est-ce qu'un agent humain, aujourd'hui, va chercher son info et vraiment décomposer le process et s'assurer que, que l'IA a accès aux infos, ou alors on le limite, on dit voilà, tel type de sujet, trop compliqué, trop sensible, tel type de sujet, tu ne réponds pas et tu envoies à un humain. Exactement. Tu donnes une réponse polie et tu dis que ce n'est pas ton rôle. Comme, tu sais, c'est la même chose. Alors, au début, ça marchait quand ils étaient mal configurés, mais si j'appelle le support client de Proximus, comme j'ai eu mon problème avec mon modem, et que je lui demande une recette de spaghetti bolo, il ne va pas me la donner. Sauf s'il a beaucoup d'humour. Il va se dire, ça me fait une pause dans ma journée, je vais lui parler cuisine, mais normalement, il ne va pas me le donner parce qu'il a été formé, parce qu'on lui a dit, ton rôle, c'est d'aider les clients. Et si un client de Telenet t'appelle pour te dire qu'il a un problème avec son... tu lui réponds pas, tu l'aides pas. Donc tout ça, c'est un peu natif chez un humain, mais c'est des choses qu'il faudra vraiment cadrer avec les IA. Et même si à un moment donné, on décide de quand même outsourcer ou trouver un consultant freelance pour aider, je crois que le travail qu'on peut initier, à la limite, là tout de suite, c'est la qualité des données. Et la qualité des data, c'est très important. Petite parenthèse là-dessus, dans un autre podcast, on parlait du fait que dans certains pays comme l'Inde, il y avait des milliers, voire des centaines de milliers de développeurs de code qui vont potentiellement devoir trouver autre chose à faire, puisque développer du code, c'est un... Voilà. Un peu même chose ici. On sait très bien que dans des pays africains francophones, dans le nord de l'Afrique, il y a énormément de services clients qui sont outsourcés là-bas. Idem, ça va être un séisme parce que... Pour deux raisons, c'est que les grandes entreprises vont internaliser, on l'a dit, et ils ont plein de solutions maintenant pour le faire, par des IA, et que les petites PME vont pouvoir le faire toutes seules sans devoir faire appel à un service externe. Oui, et puis je crois que comme pour à peu près toute application IA, il est quand même essentiel et stratégique d'encore avoir dans l'équipe quelqu'un qui comprend comment ça fonctionne, qui sait quel type de données sont utilisées ou pas. Tout à fait. Et même effectivement s'assurer que les équipes humaines qui donnent peut-être le support là où l'IA n'est pas encore suffisamment performante, mais qu'elle aussi soit formée et sache quel scénario, quelle source d'informations ont déjà été consultées. Parce qu'a priori, le problème se trouvera ailleurs. Ouais. Et attention qu'au plus on en parle, au plus j'ai du mal à croire que dans 5 ans... il y a encore le moindre humain dans le service. On parlait le côté empathique, même si on peut détecter... Même ça. Parce que finalement, j'appelle pas un psy quand j'appelle Proximus pour un problème de décodeur. J'appelle quelqu'un qui doit me donner une réponse, qui soit sympa ou pas. En fait, je m'en fiche un peu. Mon vrai problème de client, c'est de trouver ma solution. Mais là où il n'y a pas de solution immédiate, je pense que l'empathie peut quand même s'assurer que la satisfaction client... Elles apprendront ça. Ouais. Elles apprendront les meilleures façons. Détecter, je peux imaginer. Mais bon, voilà, elles apprendront à faire preuve d'empathie, je suis certain. Alors, ce serait un peu fake au début, tu vois. Elles vont se baser sur ce qu'elles entendent et sur des cas qui ont été enregistrés, de comment un humain répond quand un client pleure au téléphone, tu vois. Mais je pense que ça arrivera quand même. Et peut-être que, justement, on pourra mieux limiter les IA et éviter qu'à chaque fois qu'il y ait besoin de faire un geste commercial, qu'on passe par X niveau d'approbation. Oui, c'est pas moi, c'est mon chef, etc.
Peut-être un domaine dont on n'a pas du tout parlé. Tu as par contre brièvement cité effectivement que le service clientèle ou un service plus étendu deviendra financièrement accessible aux PME. Mais je crois qu'il y a un autre domaine qui est justement l'internationalisation, le multilingue, qui devient aussi tout à fait abordable. Et voilà, certainement une PME par le passé n'avait pas l'option d'engager un agent humain qui maîtrisait toutes les langues dans le cadre d'une expansion internationale. Ici, je pense que les outils sont déjà très très performants à ce niveau-là. Tout à fait. Et puis le coût que ça demandait d'avoir tous tes services dupliqués en plusieurs langues ou de trouver les profils bilingues, trilingues qui pouvaient jongler entre les langues. Donc clairement, tu sais, on avait parlé d'une petite start-up que j'accompagne en Belgique qui développe un jeu. Pour le moment, le support, c'est le fondateur CEO qui le fait. Il répond aux mails, il répond au MP, il répond au téléphone quand un client a un problème avec le jeu, parce que ça reste un jeu un peu technologique. Clairement, un des objectifs cette année, c'est de monter le support client totalement automatisé par IA, et on va le faire à nous deux. Donc, quelque chose que j'aurais jamais pu faire il y a un an. Ok, bon, le défi habituel, je ne sais pas qui va se lancer pour essayer que j'arrive jamais à faire. Voilà. Je vais essayer que tu le fasses, tiens, cette fois-ci. On a déjà essayé, je ne suis pas sûr d'être beaucoup mieux ou beaucoup plus performant. Je vais te poser la question de manière formelle. Essayons peut-être ensemble de répondre. Alors, comment tu pourrais résumer en une minute ce qu'on a dit aujourd'hui et qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on a quand même exploré plusieurs domaines d'application. Donc, il y a effectivement le chatbot qu'on connaît tous, mais il y a les outils internes qui permettent aux agents d'être plus performants. Il y a les outils de traduction, de transmission d'infos d'un niveau hiérarchique ou d'un service à l'autre. L'importance des data. Oui, voilà, l'importance des data, de la qualité des data. Et je crois surtout, c'est un petit peu le message qu'on donne à chaque fois, c'est d'explorer, dans ce cas-ci, les outils d'automatisation qui permettent de connecter une IA à un autre système, qui permettent de connecter une IA avec une autre, ou deux systèmes l'un avec l'autre. Je crois que ça, c'est vraiment clé. Et puis, voilà, essayer de bien comprendre quels sont les process existants, quelles sont les connaissances existantes sur lesquelles les agents humains se basent pour trouver la réponse. Apprendre à bien cadrer aussi. Voilà. Et puis apprendre, je pense que c'est... Mais bon, voilà, en même temps, ça c'est le résumé de chaque épisode peut-être. C'est apprendre, s'y mettre et effectivement explorer. N'ayez pas peur et puis utilisez au max les crédits gratuits qui sont mis à disposition. Ça, c'est vraiment comme ça que je commence à appréhender n'importe quelle IA. Ouais. Donc tester. Et le meilleur moyen, c'est de faire un test jusqu'à l'effet waouh, comme j'appelle ça. Parce que quand on a l'effet waouh d'un collaborateur ou d'un responsable qui dit waouh, c'est waouh. Et là, je crois que tout le monde est embarqué. Tout le monde est motivé et il y a moyen de mettre les choses en place assez rapidement. Ouais. Bon, toi, tu m'as lancé le défi du résumé. Comme d'habitude, j'ai quand même préparé aussi un peu une question qui ouvre un peu le sujet. Et je voudrais juste un petit peu regarder le défi économique ou le risque justement sur le marché de l'emploi. On en a déjà parlé quelques fois. Ici, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un domaine qui pourrait nous permettre de retrouver une croissance en productivité qui est vraiment un sujet dont on a beaucoup débattu, que la croissance économique en Europe ne parvient pas à rester en phase avec celle aux États-Unis, décoller, etc. Ouais. Et on voit vraiment que c'est lié à une croissance ou une amélioration de la productivité qui a vraiment été ralentie ces dernières années et qui est aussi indispensable quand on voit les défis du vieillissement de la population, de s'assurer que la sécurité sociale reste finançable. Est-ce que tu penses que c'est justement ici un domaine qui pourrait fortement contribuer à ça? D'abord, ça va contribuer à la productivité de toutes les entreprises dans le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que ce qui freine le boulet en Europe, peut-être un peu aux États-Unis, mais surtout en Europe, par rapport à l'Asie, à la Chine notamment, c'est le coût des humains. Donc clairement, on dit comme ça, on parle de salaire, mais et donc, sur cet aspect-là,
Quand je te parlais de cette grande entreprise qui avait 50 personnes en CDI full-time pour parfois passer la journée à redonner le numéro de client à un client qui ne le trouvait pas, d'abord en termes de valeur ajoutée, parlons-en, est-ce que vraiment c'est une haute valeur ajoutée, mais ça plombait la rentabilité d'une entreprise européenne à côté, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle outsourçait en Algérie, au Maroc ou dans des pays francophones africains pour que les salaires coûtent moins cher, mais ça cassait aussi un petit peu l'expérience. On l'a tous connu. Malheureusement, on sait très bien qu'en décrochant, on n'est pas en Belgique, on n'est pas chez quelqu'un près de nous qui va nous aider. Mais donc oui, ça va optimiser la compétitivité des entreprises européennes à ce niveau-là. Par contre, en termes d'emploi, ça va être systémique et ça va aussi certainement créer des gros problèmes. Oui, en même temps, moi, les exemples, en tout cas ici, les premiers exemples, parce que c'est vrai qu'on est quand même encore au tout début de cette évolution, on voit quand même souvent que ça n'a pas forcément un grand impact sur le nombre d'employés, mais que beaucoup de sociétés l'utilisent pour améliorer le service, pour augmenter le produit, pour faire plus avec les mêmes moyens, qu'il y a aussi une stratégie de différenciation et de combattre les concurrents. Non ? Parce qu'on est dans une phase de transition, mais ça aura un impact énorme, voire total. Peut-être qu'on devrait dédier un podcast sur le débat du futur du travail et des valeurs de notre société qui vont être mises en question. Bon, sur cette note optimiste, on va terminer et clôturer cet épisode. Comme d'habitude, on serait ravis de connaître votre tour. Surtout, je pense, sur les tests. Je pense que c'est vraiment un sujet peut-être intéressant à essayer de lancer sur nos médias sociaux, de vraiment voir qui a pu mettre les mains dans le cambouis et vraiment fait des essais, fait des tests, et sur quel type d'outils et quels étaient les résultats ou les enseignements. Que ça on mettra un maximum de liens, des choses dont on parle en commentaire. Les outils, je pense qu'effectivement, les différents outils qu'on a cités. Vous pouvez checker ça en commentaire. Okido, en tout cas, merci et à très bientôt. À bientôt tout le monde.